La nouvelle imprimante 3D multicouleur de Creality vient de sortir et elle est annoncée comme un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Le tout en se voulant facile d'utilisation, multicouleur avec le fameux CFS et imprimable jusqu'à 16 couleurs et un volume d'impression supérieur à la série des Under ainsi que tous ses concurrents directs. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble si cette machine est l'imprimante 3D qu'il vous faut à la maison ou au contraire une imprimante à éviter. Mais avant qu'on mène l'enquête, je dois vous informer que Creality nous a envoyé cette machine gratuitement en avant-première. Mais si vous suivez la chaîne, vous le savez, on refuse toujours le sponsoring et l'affiliation. Et ça, quel que soit le fabricant, pour une raison évidente de conflit d'intérêts. Et oui, si Creality me payait, je ne pourrais pas dire que leur machine, c'est de la merde. Et c'est pourquoi, comme toujours, on sera sur une review 100% honnête. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous le savez, à la nouvelle école, on propose des formations en individuel qui sont reconnues par l'État, certifiantes, finançables et qui sont notées par nos anciens apprenants 4,9 sur Google. Donc si vous souhaitez vous former à l'impression 3D, la modélisation, le pilotage de drone ou encore la programmation, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur le lien ou vous nous appelez directement. Vous verrez, vous allez adorer. Ah, et dernière chose, et après j'arrête de vous embêter, on fait gagner la Creality Eye. Et pour voir comment faire, on en reparle à la fin de la vidéo. Cette machine, elle ne s'appelle pas comme ça pour rien. Avec ce nom, la marque, elle veut symboliser son accessibilité ainsi que sa convivialité, dans le but d'offrir une expérience d'impression 3D accessible et facile à tous. Donc on le comprend avec le nom, Creality veut en fait affronter Bamboo sur son terrain avec une machine qui se veut print in play. On va donc essayer de vérifier dans cette review si on est sur une promesse en l'air ou quelque chose de véridique. Ensuite, il faut savoir aussi qu'elle ne sort pas de nulle part. Creality avait longtemps dominé le marché des imprimantes 3D pour particuliers, notamment avec la série très connue des Under. Beaucoup de personnes ont commencé l'impression 3D avec ça, mais c'est vrai que sa domination sur le marché des imprimantes 3D pour particuliers avait été complètement remise en question il y a de ça quelques années, avec notamment l'apparition de techno plus modernes proposés par Bamboo. Creality a donc réagi à tout ça avec un peu de retard. Sur le haut de gamme, elle avait sorti la K2+, on avait fait une review d'ailleurs. Et sur les modèles plus économiques, elle contre-attaque justement avec la High, avec ici comme concurrent direct la 1. Et que ça soit la High ou la K2+, les deux machines sont compatibles avec le même CFS. Pour rappel, le CFS, c'est le nom du système multicouleur de Creality. Un peu comme pour Bamboo qui possède l'AMS. Niveau tarif, on est vraiment sur une machine qui se veut accessible, étant donné qu'elle est à 311 € TTC, et si on rajoute le CFS, on peut l'acheter à 469 €. Évidemment, à l'heure où je tourne cette vidéo. Bref, déballons tout ça. Bon, honnêtement, c'est difficile de faire plus rapide. Il suffit d'installer les axes, 7 vis et mettre 2 caches et le tour est joué. Franchement, même si c'est votre première imprimante 3D, vous n'aurez aucun mal à la monter. C'est probablement une des machines, si ce n'est la machine la plus simple à assembler que je connaisse. Même sur la notice, vous le voyez, c'est difficile de faire plus simple. Ce qui est amusant, c'est que c'est typiquement le genre de commentaire qu'on faisait à l'époque à Bamboo. C'est là qu'on voit l'évolution en termes de mentalité de Creality depuis quelques années. Niveau poids, on est sur un modèle qui pèse un tout petit peu moins de 9 kg, sans CFS. À titre de comparaison, sa concurrente directe, la 1, pèse 8,3 kg. Maintenant, regardons donc cette machine de plus près. On est ici sur une machine avec un style assez épuré, le tout avec un joli alliage en aluminium. Ces congés, vous le voyez, sont arrondis pour améliorer l'apparence et améliorer l'ergonomie. Donc ça a tendance à donner, je trouve, un design qui semble fluide et moderne. Point stratégique cette fois-ci, c'est qu'on est sur un modèle cartésien, à la différence par exemple du Nix 1C,
C'est-à-dire que la machine, elle est basée sur un fonctionnement avec les axes X, Y et Z, et chaque axe va bouger de manière indépendante, à la différence de modèles en Core XY, où deux moteurs vont travailler ensemble pour déplacer la tête d'impression sur les axes X et Y. Donc c'est vrai que les cartésiennes ont tendance à être plus simples mais plus lentes, mais à contrario, les Core XY sont certes plus fluides mais demandent en général plus de réglages. En parlant d'esthétique, et ça c'est pour ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être remarqué juste ici un écran qu'on peut rabattre comme ça sur le côté. Alors c'est vrai que d'expérience c'est un point sur lequel je suis assez vigilant dans un atelier, car c'est typiquement le truc qui peut prendre un coup, surtout si ce dernier est un peu fragile. Et c'est vrai que c'est pas toujours le truc le plus esthétique ou le truc le plus pratique. À voir en conditions réelles comment ça se passe vraiment. Autre petit détail amusant avant qu'on rentre un peu plus dans la technique, la caméra qui est juste là dispose d'un petit cache pour justement protéger la lentille. Quoi qu'il en soit, c'est typiquement le genre de détail qui montre que vraiment Creality peaufine de plus en plus ses machines, en se mettant toujours à la place de l'utilisateur pour essayer d'améliorer son expérience de print. Pour ce qui est du support de bobine de filament, si vous n'utilisez pas le CFS, on est sur quelque chose d'ultra classique, avec une structure sur le haut dans le but de centrer la masse de la bobine. Enfin, c'est vrai que le fabricant a mis en avant avec ce modèle sa jauge de contrainte qui va sonder automatiquement le plateau. C'est une sorte de capteur en fait qui est directement intégré à la tête d'impression et qui va en fait mesurer la pression exercée lorsqu'elle va toucher le plateau. Ça va permettre à l'imprimante de sonder en plusieurs points le plateau et ensuite d'ajuster tout ça dans le but d'être le plus précis possible. Donc là typiquement ça nous évite d'avoir des capteurs de nivellement externe un peu comme le BL Touch. Bref, retenez qu'ici on ne devrait pas avoir de galère avec l'auto-nivellement. Bon, commençons à avancer dans les choses un peu plus sérieuses. Qu'est-ce qu'elle propose réellement maintenant sous le capot? Déjà, premier truc capital quand on fait le choix d'une imprimante, c'est évidemment le volume d'impression. Là, on est sur du 260, 300 mm, soit plus grand que toutes les imprimantes bambou à l'heure actuelle, et que la gamme des Under par exemple. Franchement, ça commence à être une taille pas mal au regard du prix. Pour vous faire des petites comparaisons, la K1 Max, qui est déjà une très grande machine, on était sur du 300 mm. Sur la très populaire X1 Carbone, on était sur du 256 mm. Ensuite, pour ce qui est de la vitesse, le fabricant annonce une vitesse de croisière à 300 mm secondes pour une vitesse maximale de 500 mm secondes avec une accélération de 12 000 mm secondes carré. Ici, on est sur des perfs carrément corrects, mais clairement rien d'impressionnant pour une machine qui vient de sortir. C'est quasiment la même chose qu'une A1. Donc tout ça, c'est sur le papier, on vérifiera ensuite si tout ça est véridique. Autre caractéristique intéressante, c'est évidemment la température. C'est toujours important de s'intéresser à ce genre d'informations, car c'est tout simplement ce qui va contribuer à la réussite de vos impressions dès que vous utilisez des matières un peu particulières. Car plus votre machine peut monter haut en termes de température, plus votre palette de matières imprimables sera importante. En l'occurrence, la buse, elle monte jusqu'à max 300 degrés. Pareil, classique ici, et le plateau il pourra monter jusqu'à 100 degrés. Pour rappel que vous puissiez avoir quelques ordres de grandeur en tête, le PLA c'est une matière qui s'imprime entre 190 degrés et 230 degrés, alors que si vous commencez à imprimer de l'ABS c'est plus 250 voire même 270 degrés. Par ailleurs, la machine elle est fournie avec une buse en acier. Ça c'est vraiment sympa de la part de Creality parce que ça va nous permettre d'imprimer des matériaux chargés. Petite parenthèse pour ceux qui débutent, il y a en réalité deux types de matières. Il y a les matières qui sont chargées et les matières qui ne sont pas chargées. En gros, presque toutes les matières que vous connaissez possèdent un équivalent chargé. Et quand on imprime une matière qui est chargée, on est généralement sur une matière qui est beaucoup plus abrasive et donc ça a tendance à endommager la buse. Ce qui sera beaucoup moins le cas avec une buse en acier étant donné que c'est bien solide. Maintenant, passons à la partie un chouïa plus technique. Notre eye, elle est équipée d'un rail linéaire sur l'axe X et de deux tiges linéaires sur l'axe Y. Et cette Creality, elle utilise des servomoteurs pas à pas avec des algorithmes FOC pour déplacer les axes X et Y. Ces termes un peu obscurs veulent simplement dire que la machine, elle a été pensée pour avoir des mouvements les plus fluides possibles tout en étant silencieux. Bon, ici, elle est équipée d'une connectivité Wi-Fi pour imprimer à distance. Et pour les vieux de la vieille, vous inquiétez pas, vous pouvez évidemment insérer une clé USB pour imprimer vos fichiers, ça fonctionne très bien. Niveau slicer, comme d'hab avec Creality, je préfère imprimer avec Orca Slicer que Creality Print. Même s'il faut pas être mauvaise langue, c'est vrai que Creality Print s'améliore de plus en plus. Mais il y a encore pour moi trop de bugs, l'interface reste encore un peu fouillie et il y a quand même moins d'options que d'autres slicers concurrents. Quand on commence la prise en main avec ce modèle, c'est super simple, tu calibres et tu lances. Franchement, j'exagère même pas. Là, c'est vraiment le top pour les débutants qui galèrent avec les réglages de base. L'étalonnage automatique, il va charger de la mise à niveau.
de la lecture du filament et de l'ajustement de tout ça sans intervention. Là où sur d'autres machines un peu plus anciennes, on devait s'assurer de bien régler les courroies, ajuster le plateau, peaufiner l'extrusion. Ici, tout est déjà optimisé pour vous. Et petit truc marrant sur la machine, vous pouvez voir sur la tête le logo de la marque et quand vous le voyez tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre, il est en fait en train d'extruder et dans le sens inverse, il est en train de rétracter le filament. Donc le logo suit en fait les mouvements de l'engrenage. Donc c'est pas mal inspiré de Bamboo, sauf que eux, ils ont rajouté directement leur logo. Bon, c'est bien beau, on a bien analysé notre petite machine, mais maintenant il va falloir attaquer les tests pour voir si vraiment tout ce qu'elle nous raconte est bien vrai. Et comme d'hab, on s'est amusé à la tester sur pas mal de tests de calibration. Déjà, le classique test du Benchy, qu'on ne présente plus, et qui est comme d'hab un test tout bête, mais qui nous permet en fait de vérifier tout un tas de choses. Genre, est-ce que ta première couche est en train de se décoller ou t'es sur quelque chose d'inégal? Là, si c'est le cas, c'est que t'as un problème de nivellement et de température. Tu vas aussi pouvoir analyser toutes les zones en surplomb, notamment avec le toit de la cabine ou l'avant de la coque. Là, l'idée, c'est d'avoir des surplombs qui sont bien propres et sans effondrement. Tu peux aussi regarder les détails du texte qui est juste en dessous. Là, vous le voyez, il est vraiment lisible et net. Donc vraiment, si tu prends un pied à coulisses et que tu analyses ton petit Benchy, tu peux vraiment voir si ta machine est correctement calibrée. Et tu peux retrouver toutes les mesures parfaites pour tes tests sur ce site internet, dans l'onglet Analyse. Et tu pourras, en fonction de tes besoins, potentiellement ajuster tes courroies ou changer des paramètres dans ton slicer. En l'occurrence, pour notre machine, je dois avouer que je ne savais pas vraiment à quoi je devais m'attendre. Comme toujours, dans les tests, on utilise les paramètres standards. Donc là, on a utilisé Orca et on a eu ici 36 minutes d'impression. Et à paramètres purement équivalents, sur la 1, on était sur 47 minutes. Donc dit comme ça peut paraître assez lent. Après là, le résultat est parfait. À la limite, c'est vraiment pour ceux qui ont l'œil. On peut remarquer quelques vibrations sur la coque. Et à mon avis, ici, on n'est pas sur un problème de machine, mais c'est plutôt, je pense, lié au problème de réglage du firmware. Faut quand même se rappeler qu'on teste toujours nos machines en avant-première. Et c'est typiquement le genre de petits bugs qui sont corrigés normalement avant la sortie ou alors dans les 6 premiers mois. Puis on enchaîne maintenant avec le test de vitesse et là ce test il va nous permettre de vérifier les irrégularités en fonction de la vitesse de la machine. Et pour faire ce genre de test, on va lui donner une plage de vitesse et plus l'impression augmente, plus on imprime rapidement. En l'occurrence sans aucun réglage et en lançant tout simplement avec les paramètres par défaut. Elle est montée donc comme prévu à 500 mm/s. Et chose assez marrante, voire carrément inhabituelle, c'est qu'en fait sur ce test, elle a mieux imprimé à haute vitesse. Donc on peut dire qu'elle imprime correctement en fait sur sa plage de fonctionnement. Donc paradoxalement avec ce modèle, faut pas imprimer trop lentement votre pièce. En même temps ça tombe bien, c'est pas généralement le genre de truc qu'on essaye de faire. J'en profite d'ailleurs pour aborder la question du plateau qui accroche super bien. C'est vraiment réussi. En revanche, sans vouloir me répéter, je l'ai déjà dit sur la review de la K2+, mais durant ces tests, Creality Print nous a encore fait des siennes et à chaque fois il m'annonçait des temps d'impression qui n'étaient pas justes. Il n'y a rien de dramatique évidemment, mais ça montre clairement que le slicer a encore de grosses marges de progression. Ensuite, le test d'accélération qui nous permet donc de vérifier la vitesse maximale d'accélération de la machine, qui officiellement peut monter jusqu'à 12 000 mm/s². Le but c'est donc de s'assurer qu'elle peut changer de direction rapidement sans pour autant compromettre la précision de ses impressions. Et vous le voyez, le résultat obtenu est plus que satisfaisant. Quand on regarde le test plus en détail, on voit que les cercles sont quand même très réguliers. Les lignes, elles n'ont pas fusionné de manière dégueu, ce qui peut arriver quand l'imprimante accélère de manière beaucoup trop rapide. Bref, c'est vraiment pas mal hein. Ensuite, on passe à mon test préféré, le fameux torture test. C'est un peu l'équivalent de l'épreuve des poteaux pour les imprimantes 3D et il permet vraiment de vérifier la capacité de la machine à effectuer des tests qui sont compliqués sans pour autant faire de la merde. Et en l'occurrence, elle s'en sort vraiment bien. On n'a quasiment pas de stringing. Les angles sans support, que ça soit 45, 30, 20 ou 15, sont réussis. Tous les cylindres, ils sont ok. Bref, c'est du très bon travail. Si on continue comme ça avec nos reviews où ça devient de plus en plus parfait, je pense que je vais commencer à m'ennuyer. Le test d'endurance maintenant, il permet de vérifier en fait la fiabilité de la machine sur une impression qui est vraiment longue. Alors pour pas m'embêter, je lance toujours le même. Ça me permet aussi de comparer les différentes machines entre elles. Et la dernière fois, la K2+ en était tirée de manière magistrale. Et ça même avec une coupure de courant. La marque d'arrêt était très peu visible. Et on n'avait quasiment pas de décalage sur nos couches d'impression. Alors comme on est un peu sadique, on s'est aussi amusé à faire une coupure de courant durant nos tests. Et à notre grande surprise, notre eye garde le sourire. Je vous laisse regarder. On continue l'inspection avec cette fois-ci le test sonore. Et ça c'est vraiment capital pour tous ceux qui vont mettre leur imprimante à côté du bureau ou dans leur chambre. Pour effectuer ce test, c'est très simple. On a simplement utilisé une application sur le téléphone qui mesure les décibels. Au niveau de la tête, on est à 60 décibels et dès qu'on met le téléphone un peu plus éloigné au niveau du plateau, on est à 50 décibels.
Donc franchement c'est pas énorme, l'imprimante nous elle nous a pas du tout dérangé. Nos bureaux sont à environ 5 mètres de cette position et la machine tournait durant les tests sans nous poser problème. Dites-vous que à titre de comparaison, la K2 Plus qui était déjà plutôt silencieuse avec un caisson fermé avec l'option Be Quiet tournait elle aussi aux alentours des 50 décibels. Donc là pour le moment on peut dire que notre petite AI réagit très bien, tous les tests sont plutôt concluants. Et c'est maintenant que ça peut se compliquer parce qu'on va passer au test des matériaux. Et là on va tester tous les matériaux les plus populaires en impression 3D FDM. On commence avec le classique PLA. Bon bah sans surprise ça fonctionne très bien, on le savait déjà, hein, tous les tests qu'on fait depuis le début c'est évidemment avec du PLA. Ensuite on a tenté d'imprimer avec du COP. Le COP c'est une matière d'impression assez proche du PLA en termes de paramètres d'impression, donc très simple à imprimer. La simple différence disons qu'entre le PLA et le COP c'est que c'est une matière qui a tendance à être un peu plus durable. Et là, vous le voyez, encore une fois, c'est une réussite. Ensuite, montons d'un cran en termes de difficulté. Et là, cette fois-ci, on passe au PETG. Là, c'est une matière qui est réputée un peu plus complexe, mais aussi un peu plus résistante que du PLA. Et le problème du PETG, c'est qu'il a tendance à faire davantage de stringing que d'autres matières, mais aussi à laisser des marques de support assez visibles. Pour ça, on a utilisé du PETG transparent. On est sur un résultat qui n'est pas super propre. On serait avec du PETG plus mat. On verrait potentiellement moins de petites erreurs. Ça reste correct, mais c'est pas transcendant. Vous voyez ici un petit peu de stringing, on voit un peu les différentes couches d'impression. Mais je pense qu'en travaillant un peu mieux les paramètres de refroidissement et de rétractation, on pourrait limiter en tout cas le stringing sur le modèle de base, tout comme une meilleure conservation de notre filament aurait pu nous donner un travail de meilleure qualité. En revanche, on a essayé d'imprimer du PCTG, qui est un plastique de la même famille. Et là, en revanche, c'est pas la même histoire parce que durant l'impression, le filament, il s'est coincé dans l'extrudeur. Et sans surprise, ce problème a tout fait foirer sur l'impression. On a d'ailleurs dû démonter la tête d'impression et on a découvert que l'extrudeur, il est planqué à l'intérieur. Ce qui est pas franchement super pratique pour de la maintenance. Et à ce moment-là, ça a été pour nous le vrai premier gros problème de la machine. Jusqu'à là, tout se déroulait très bien. On continue à monter d'un cran en difficulté et cette fois-ci on s'est amusé à imprimer deux matières dans la famille des thermoplastiques. J'ai nommé le très populaire ABS et l'ASA. L'ABS c'est une matière que vous connaissez forcément, c'est littéralement le plastique le plus populaire. Si vous avez du plastique autour de vous, c'est probablement de l'ABS. Et même si c'est une matière qui a plein de qualités, en termes d'impression, ça commence à être assez compliqué. Il faut savoir que c'est une matière qui est beaucoup plus exigeante en termes de paramètres d'impression. Là, il faut au minimum un plateau chauffant entre 90 et 110 degrés. Et en termes de température d'impression, on tourne plutôt aux alentours des 250-270. En fait, la vraie difficulté de cette matière, c'est qu'elle a tendance à ne pas adhérer correctement au plateau d'impression et à faire ce qu'on appelle du warping. C'est quand la pièce va en fait se déformer. Et pour lutter contre le warping, le mieux, c'est d'avoir une imprimante avec un caisson fermé pour maintenir en fait une température importante tout autour du plateau d'impression. Et là, vous le voyez aussi bien que moi, la machine, elle est évidemment pas fermée. Donc, on est censé avoir du mal à imprimer de l'ABS. Et pour ce qui est de la SA, c'est la même chose, hein, c'est quasiment les mêmes paramètres d'impression. On a donc réalisé deux benchy, un en ABS, un en ASA. Bon, on a un petit peu triché, non pas qu'on a rajouté un caisson, mais simplement on a rajouté de la colle pour bien faire adhérer nos benchy à l'imprimante. Et franchement, les résultats sont plutôt propres. Il y a un léger warping. Ça se remarque à peine, mais si vous achetez un caisson thermique et que vous le rajoutez à votre machine, franchement vous allez pouvoir imprimer ces deux matières sans aucune galère. Autre test très populaire, le fameux TPU. Donc c'est une matière très particulière parce qu'en fait c'est une matière qui est flexible. Et là il faut savoir que tous les TPU ne se valent pas en termes de flexibilité. On a des TPU qui sont plutôt solides. Là c'est des TPU 95A, donc qui se rapprochent plus d'une matière standard, donc qui sont censés être plus simples à imprimer. Et après on a des TPU beaucoup plus flexibles, comme par exemple le A75 qui est beaucoup plus complexe. Et là même avec du TPU plutôt solide, on n'a malheureusement pas réussi à imprimer notre petit benchy flexible. Tout simplement parce que le cutter de tête n'a pas réussi à couper le filament, ce qui fait que naturellement l'impression a échoué. Bon, comme on est déterminé et qu'on voulait quand même réussir à imprimer de la matière flexible, on a triché un petit peu, on a retiré le cutter pour imprimer en mono bobine. Et là, on a tenté avec du 75A. Et rebelote comme sur la K2+, notre matière a malheureusement bloqué au niveau de notre tête d'impression et en fait clog. Donc ça signifie qu'il y a une sorte de bourrelet qui se crée alors que le filament continue à être attiré vers le corps de chauffe. Ce qui fait que la matière ne peut pas sortir et que notre impression est ratée. Donc bon, c'est relou, mais d'un autre côté, c'est pas tellement étonnant. Ça reste quand même une matière compliquée à imprimer étant donné qu'elle est flexible et élastique, tout en conservant quand même une bonne résistance mécanique.
vous l'avais dit en début de vidéo, mais cette AI, elle est évidemment compatible avec le CFS. Et là, avec, vous pouvez évidemment imprimer en multimatériaux ou en multicouleurs. Ce système d'impression multicouleurs et multimatériaux, c'est vraiment la révolution de ces 2 dernières années dans le monde de l'impression 3D pour particuliers, parce que ça permet d'augmenter de manière exponentielle votre créativité, soit en faisant des figurines super stylées, soit tout simplement en faisant des pièces qui combinent 2 matières spécifiques. Donc déjà, pour tester le multimatériau, on s'est amusé à imprimer une pièce en ABS avec des supports en HIPS. Le HIPS, c'est une matière qui a des paramètres d'impression extrêmement similaires à l'ABS, c'est pour ça qu'on l'utilise généralement pour en faire des supports, et surtout qui a la capacité de se dissoudre quand on le plonge dans un bain de délimonène. Et avec ça, on peut donc fabriquer des pièces vraiment sympas sans aucune marque de support. Ensuite, pour ce qui est du test en multicouleur, donc cette fois-ci, on a juste utilisé du PLA et on peut dire que le résultat est très satisfaisant. Avant de passer au bilan, j'en profite pour vous donner mon avis sur la fiabilité de la machine. C'est toujours un point qui est très important, surtout si vous êtes un gros printer. Globalement, au regard de la réputation de la marque, je pense qu'il n'y a pas grand chose à craindre. C'est vrai que Creality a prouvé qu'il proposait des machines robustes au fil des ans, notamment avec la gamme des Under, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui utilisent encore leur vieux modèle. Donc je pense que vous n'aurez pas besoin de changer d'imprimante dans 6 mois à cause d'un problème de composants. L'un des points forts de Creality, ça a toujours été dans la conception de machines avec un design qui est finalement simple mais éprouvé. La structure profilée d'aluminium leur donne une bonne rigidité, ça va permettre de limiter notamment les vibrations et les pièces les plus sollicitées de la machine. Donc je pense à la buse, les courroies, les roulements sont standards et seront donc faciles et pas trop chers à réparer. En réalité, avec Creality, le problème vient généralement pas tellement de l'hardware mais plutôt du software. Comme on l'a vu précédemment, même si Creality Print s'améliore de jour en jour, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et évidemment, comme pour n'importe quelle machine, si vous voulez vraiment garder votre machine dans le temps, il faut l'entretenir. Il n'y a malheureusement pas de secret. Bon, on arrive quasiment à la fin de cette review et trouver des choses positives à dire n'est pas très compliqué. Je vous en ai sélectionné 3. Tout d'abord, la prise en main qui est quasiment immédiate. C'est vraiment cool, ça rend l'impression 3D de plus en plus accessible. En 2, je vous avais parlé au début de vidéo du design de la machine et on voit que maintenant Creality prend vraiment ce point-là au sérieux. Désormais, ils pensent à tous les petits détails, ils se mettent vraiment à la place de l'utilisateur. C'est pas seulement le cas avec cette machine, c'est maintenant en général avec leur nouveau modèle. Et 3, j'ai trouvé la machine vraiment fiable à haute vitesse. Donc quand la machine annonce 300 mm/s en vitesse de croisière, c'est vraiment vrai. Et 500 mm max, c'est vraiment le cas. Pas du tout d'arnaque sur ce point-là. Pour ce qui est des coups durs maintenant, je vais faire court. Déjà, numéro 1, comme d'habitude, c'est Creality Print. Même si on peut lui donner la mention encouragement. Dès que j'avais des tests un peu importants à faire, j'étais sur Orca. En plus, à l'heure où je prépare cette vidéo, il n'y a pas encore de profil disponible sur Orca. Donc c'est sûr que les prints vont s'améliorer avec des profils d'impression bien optimisés pour cette machine. Numéro 2, on l'a découvert durant le démontage. Et même si d'extérieur la tête d'impression est vraiment soignée, c'est un peu moins le cas quand on la démonte. Notamment avec l'emplacement pas super stratégique de l'extrudeur. Et même pour être totalement transparent, la qualité de l'extrudeur laisse un peu à désirer. Alors que la qualité de tout le reste de la machine est plutôt de bonne qualité. Si vous commencez à démonter la tête, vous allez pouvoir voir que la tension de l'extrudeur n'est pas très bien réglée. Je vous l'avais dit en début de vidéo, mais vous pouvez gagner la Creality AI. Donc comme toujours, le fonctionnement pour tenter de la gagner est le même. Il suffit d'être abonné, de commenter cette vidéo et surtout de la liker. Et nous, ce qu'on fait, c'est juste avant la prochaine review, on sélectionne un gagnant. Et d'ailleurs, j'annonce juste là le gagnant de la dernière review. Bravo à toi, tu vas repartir avec une super machine. En conclusion, je suis vraiment très satisfait de cette Creality AI. Visuellement, elle est cool, elle fait pas trop de bruit, elle va vite, elle a une bonne qualité d'impression. En comparaison avec sa concurrente directe, donc la A1 de chez Bambu, je dirais qu'elle est plus performante. Après, je préfère être super transparent avec vous. Concrètement, cette machine, elle n'apporte aucune révolution. Et disons qu'aujourd'hui, avec ce modèle, Creality fait plutôt un rattrapage. Parce que si on la compare avec la A1, elle est certes un petit peu plus performante, mais elle est aussi beaucoup plus récente. Donc là, on est plutôt face à une marque qui finalement rattrape le retard qu'elle avait pris avec les derniers modèles. Après, c'est vrai qu'il faut aussi être indulgent avec ce type de tarif. C'est difficile d'apporter des innovations révolutionnaires. Donc comme toujours, quand je teste les machines, j'essaye vraiment de me mettre à la place du printer parfait
pour ce type de modèle. Et là, pour moi, le printer parfait avec cette imprimante, c'est vraiment le printer débutant. 95% des projets qu'un débutant veut réaliser, il pourra le réaliser avec cette machine. Après, c'est vrai que si votre profil, c'est un profil plus avancé en termes de print, notamment sur tout ce qui est impression de matière beaucoup plus technique, là en revanche vous serez un peu plus limité. Donc voilà, un printer plus avancé va peut-être rester un petit peu sur sa fin. Et bien sûr, comme toujours, nous malheureusement quand on réalise des reviews, on teste la machine sur 3 semaines d'utilisation. On n'a pas forcément le recul nécessaire sur 1, 2, 3 ans d'utilisation. De même, quand on teste les machines comme ça en avant-première, il y a encore plein de petits bugs, des choses qui ne sont pas forcément corrigées. Donc je suis sûr qu'elle va un peu s'améliorer. Ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, 1 an. Donc bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, likez-la, commentez-la, abonnez-vous. Et pour tous ceux qui souhaitent se former en individuel à l'impression ou à la modélisation 3D, vous savez ce que vous avez à faire. Vous cliquez sur le lien en description. Je vous dis à très vite.